Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Deuxième cas de variole du singe détecté au Sénégal. Le patient n'a toutefois aucun lien avec le cas détecté au mois d'août dernier. Son état est stable. Confirmation du docteur Aminata Ndiaye qui nous en dit plus sur les symptômes de la maladie. Interview à suivre au cours de cette édition. Elle s'appelait Anna Sambou, atteinte d'insuffisance rénale et présidente d'une association dédiée à la protection de l'enfance. Elle a perdu la vie. Une disparition qui relance avec acuité le débat autour du coût élevé des soins. Un coût qui oblige de nombreuses familles à choisir entre se soigner et subvenir à leurs besoins essentiels. Inondation dans le Dandemayo, un enclavement aggravé par les crues à Djamel, les sinistrés toujours en attente de leur recasement alors que les eaux rendent des pistes de plus en plus impraticables. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, un journal que nous ouvrons tout de suite avec la justice pour parler de cette audition du journaliste Madiambal Diagne par la division des investigations criminelles. Il s'est vu donc notifier une interdiction de sortie du territoire, c'était hier 23 septembre, alors qu'il se rendait en France. Le patron d'Avenir Communication est cité dans le rapport de la CENTIF sur des transactions portant sur 21 milliards de francs CFA avec une société turque Ellipse et nous y reviendrons certainement lors de nos prochaines interventions. Après son audition par le juge du pôle financier judiciaire, l'artiste Wally Seck obtient une liberté provisoire en versant une caution de 210 millions de francs CFA. Wally Seck est toutefois inculpé pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux. Son avocat, Abou Djali Khan, a réagi à cette décision. Nous l'écoutons. Ibrahim Wally Seck a été inculpé pour les infractions d'association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux. Nous avons cru devoir, pour éviter toute surprise, procéder à la consignation du montant de 210 millions relatif à une transaction portant sur un véhicule. Alors, à la suite de ça, le juge d'instruction lui a accordé la liberté provisoire. Je tiens à préciser, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits autour de la question de consignation. La consignation n'a absolument rien à voir avec la culpabilité. La consignation, c'est une offre qui est faite à une personne poursuivie par le code de procédure pénale. Et que donc, à la fin de la procédure, si la justice considère que la personne qui a procédé à la consignation est innocente, les sommes qui ont été consignées vont lui être restituées. Donc il faut arrêter de faire cet amalgame en considérant qu'une personne qui consigne fait un aveu de culpabilité. Ibrahim Wally Seck est totalement libre de ses mouvements et maintenant la procédure d'instruction va continuer jusqu'à son terme. Il est fort possible qu'en cours d'instruction, un non-lieu lui sera accordé dans la mesure où la transaction portant sur ce véhicule ne rend compte d'aucune des infractions pour lesquelles il a comparu devant le juge d'instruction.
Nous poursuivons ce journal dans le registre judiciaire et pour parler du procès des marchés de l'ONAS avec ces précisions de l'ancien directeur général de l'office, le docteur Cherdien. Ce matin, dit-il, j'ai répondu à la convocation du tribunal dans le cadre du procès sur commande intentée contre ma personne par les entreprises Vicas et Delta. Pour la deuxième fois, à la suite du procès par défaut, les avocats des parties adverses ont sollicité et obtenu un renvoi malgré les insistances de mes avocats pour la tenue du procès. Rendez-vous donc le 24 janvier prochain pour édifier les Sénégalais sur les pratiques de certaines entreprises et leurs commanditaires qui a été convoqué pour s'en expliquer devant les Sénégalais. Voilà donc les précisions de Cherdien, ancien directeur général de l'ONAS. De la justice, nous passons à présent à la santé avec ce nouveau cas de variole du singe, couramment appelé Mpox, détecté au Sénégal cette fois-ci. Il s'agit d'un Sénégalais qui n'a absolument rien à voir avec le premier cas détecté au mois d'août dernier, hospitalisé au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. L'état du patient est stable. C'est la confirmation du docteur Aminata Massali Ndiaye qui n'a pas manqué de revenir sur les symptômes de cette maladie, mais aussi et surtout sur les recommandations à suivre pour la prévenir. Je vous propose de suivre tout de suite son entretien. Il a été réalisé par Pape Djibril Gueye. Nous avons hospitalisé effectivement un patient sénégalais qui présentait des éruptions cutanées, donc qui avait été admis le dimanche dernier. Son état clinique est stable, il est stable. Les lésions cliniques évoluent naturellement, donc il a des lésions qui sont disséminées au niveau du visage, du tronc, mais également des membres inférieurs. C'est des lésions qui évoluent favorablement et il est apyrétique, c'est-à-dire la fièvre commence à régresser. Il n'a plus de douleur. Donc c'est un patient qui évolue pour le moment favorablement et son état est jugé stable. La contamination se fait, la transmission se fait à travers les lésions cutanées. Une personne qui est malade peut transmettre la maladie à travers les lésions cutanées, mais également quand il y a des signes respiratoires, donc à travers la toux, les expectorations, en tout cas la toux, il peut transmettre la maladie, mais également par contact sexuel. Donc c'est vraiment avant tout l'isolement du patient, la prise en charge de ce patient-là, mais surtout de respecter les mesures d'hygiène, à savoir les mesures d'hygiène de base, le lavage, l'hygiène des mains, donc se laver les mains régulièrement. Et pour la personne qui est malade, c'est le port également du masque pour ne pas disséminer le virus dans l'environnement. Je vous l'annonçais en titre, elle s'appelait Anna Sambou, elle était âgée de 34 ans. Elle est décédée des suites d'une longue maladie marquée par une insuffisance rénale et une tumeur à la bouche. Présidente de l'association Protégeant les enfants et représentante des jeunes dialysés au ministère, elle s'était engagée dans de nombreux combats pour les malades. Anna Sambou devait subir une intervention chirurgicale urgente, une intervention estimée à 22 millions de francs CFA. Mais faute de moyens, cette opération ne sera jamais réalisée. Sa disparition suscite l'émotion au sein de son entourage, au sein de son association qui dénonce un soutien jugé insuffisant du ministère des Solidarités. Le point, c'est avec Abdoulaye Diop. C'était bien. C'est la fin de l'histoire d'une battante, d'une femme qui portait la voix des jeunes dialysés et des enfants à travers l'association Protégeant l'enfant qu'elle dirigeait. Anna Sambou a succombé ce mardi après un long combat contre une insuffisance rénale aggravée par une tumeur à la bouche. Elle devait être opérée à l'étranger, mais faute de moyens, cela n'a pas été possible. Aziz Fall est fondateur de l'association Protégeant l'enfant. Il témoigne de la résilience et de l'engagement d'Anna jusqu'au bout. Elle a beaucoup apporté au pays, notamment dans le domaine de la prise en charge sanitaire. Anna a pris en charge de nombreux enfants, parfois à des coûts très élevés, se chiffrant en millions. Ici au Sénégal, à des coûts extraordinaires, c'est des coûts de millions. Fatou Bintou Touré, qui a précédé Anna à la tête de l'association, affirme qu'Anna a fait mieux qu'elle. C'est extrêmement difficile pour une personne sous hémodialyse de supporter en plus une fracture au bras, une autre au pied et une tumeur à la bouche. 4 pathologies lourdes pour une seule personne. C'est un véritable calvaire. Tous deux déplorent le manque de soutien des autorités qui n'ont pas permis à Anna de recevoir les soins nécessaires à l'étranger.
J'étais la présidente, mais sur les questions de protection de l'enfance, c'était elle qui agissait concrètement. Elle a sauvé beaucoup de vies. Nous avons fait tout ce qui était à notre pouvoir auprès du ministère de la Solidarité. Anna avait besoin de 22 millions de francs CFA pour se faire opérer à l'étranger. Le ministère ne lui a remis que 300 000 francs. C'est une insulte au regard de tout ce qu'Anna a accompli pour le Sénégal. Elle mérite mieux. Quand elle avait besoin d'aide, nous devions être à ses côtés. Anna, qui portait le combat des dialysés et des enfants, n'a pas pu bénéficier de l'opération qu'elle devait subir à l'étranger. Elle repose désormais au cimetière de Yoff. Paix à son âme, Abdoulaye Diop, merci. Malgré les avancées notées ces dernières années en matière de planification familiale, le Sénégal fait toujours face à d'importants défis accentués par le retrait de l'USAID. C'est dans ce contexte que l'Association des journalistes en santé, en partenariat avec l'International Budget Partnership, a tenu ce 24 septembre un forum communautaire. Objectif, déconstruire les rumeurs et impliquer davantage les médias et les communautés dans la promotion d'une santé reproductive inclusive et éclairée. Compte rendu signé Fatima Touré. Pour promouvoir la planification familiale au Sénégal, les journalistes de santé s'engagent en première ligne. En partenariat avec l'International Budget Partnership, la JSPD réunit les acteurs communautaires et les autorités compétentes afin de renforcer la sensibilisation autour de cette question de santé publique. Donc nous menons depuis 2022 une campagne autour de la santé de manière générale et nous pensons que la promotion de la santé est l'affaire de tous, notamment les journalistes qui véhiculent l'information, et nous pensons que les journalistes doivent avoir l'information vraie, vérifiée et aussi documentée afin de pouvoir mener à bien leur travail. C'est pour ça que nous appuyons le réseau des journalistes. Nous savons qu'il y a des enjeux spécifiques autour de la santé de la mère et de l'enfant, puisque les indicateurs en santé mère-enfant sont, disons, un peu stagnants. Donc nous voulons vraiment donner un coup de pouce par rapport à cet aspect-là. Même si des progrès ont été réalisés, des défis subsistent, souligne le chef de la division de la planification familiale. Actuellement, c'est que beaucoup d'efforts ont été faits par rapport à la planification familiale, mais beaucoup de défis aussi nous attendent pour cette stratégie-là, notamment la réduction de ce qu'on appelle les besoins non satisfaits, c'est-à-dire les couples où le besoin est là, qui ont un besoin de planification familiale, mais qui ne pratiquent pas, n'utilisent pas la planification familiale pour beaucoup de raisons, notamment en termes d'accessibilité, en termes de rumeurs qui sont propagées. Ces difficultés sont accentuées par le retrait de l'USAID, principal bailleur des programmes de sensibilisation de la planification familiale. Actuellement, nous sommes confrontés au problème du retrait de l'USAID, quand même, qui était un partenaire qui soutenait beaucoup de programmes au-delà de la planification familiale, mais d'autres programmes en santé étaient soutenus par ce partenaire-là. Maintenant, son retrait, bien entendu, va nous impacter. Et ce qu'il faut faire, ce qu'on est en train de faire, c'est de voir des stratégies innovantes pour pouvoir mutualiser en tout cas les ressources disponibles. Malgré les stéréotypes qui entourent cette question, les acteurs de santé et les journalistes restent mobilisés pour fournir une information juste et fiable à la population. La campagne de vaccination animalière produit des résultats satisfaisants. Déclaration du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire lors d'un atelier bilan qui s'est tenu à Saly. Mabouba Diagne s'engage à régler dans les plus brefs délais les arriérés d'indemnité des vétérinaires qui ont exprimé leur doléance à la tutelle. Mabouba Diagne que voici au micro de Ndaïmati Dian et Mamadou Gueye. Au titre de la campagne nationale de vaccination du cheptel 2025, des résultats extrêmement importants ont été obtenus et je vous donne ici les détails. 5 863 492 ovins et caprins vaccinés contre la peste des petits ruminants, contre un nombre de 5 704 823 en 2024, soit une hausse
de 132 670 bêtes. 246 253 chevaux ont été vaccinés contre la peste équine, contre 252 073 en 2024, soit une légère baisse de 5 820 têtes. 2 330 313 bovins ont été vaccinés contre la dermatose modulaire contagieuse bovine, contre 2 253 777 en 2024, soit une augmentation de 76 536 têtes. 2 351 293 bovins vaccinés contre la péripneumonie contagieuse bovine, contre 2 226 099 en 2024, soit une hausse de 125 194 têtes. 248 158 volailles vaccinées contre la maladie de Newcastle, contre 273 992 en 2024, soit une baisse de 524, soit une baisse de 25 824 têtes, et c'est lié à l'indisponibilité du vaccin. Il convient de souligner que la vaccination contre la peste des petits ruminants a amélioré significativement la productivité numérique des ovins et des caprins à travers la baisse des mortalités et portant l'augmentation de l'offre nationale de moutons. Le manque de moyens logistiques et d'agents dans certains départements, ainsi que la mise à disposition tardive du carburant au service déconcentré, ont impacté les résultats de la campagne de vaccination. Allez, faisons le point côté climat à présent, avec des précipitations abondantes enregistrées ces dernières 24 heures tout au long du territoire national, et la situation reste toujours favorable dans certaines zones. Il en sera ainsi jusqu'à vendredi, où il est prévu une accalmie sur une grande partie du pays. Les explications sont de Mamadouba, prévisionniste à l'ANACIM. Nous l'écoutons. L'ANACIM avait prévu cette situation-là. On avait prévu une situation depuis lundi après-midi, où on avait prévu des situations très pluvieuses au niveau de la zone nord du pays et au niveau de la zone sud-est du pays. Et ces situations-là s'est consolidées avec des quantités pluviométriques qu'on a notées depuis hier jusqu'à aujourd'hui, avec des quantités maximales au niveau de la zone nord, où on a le maximum pluviométrique noté au niveau de Sinthiou-Mambambe avec 75 mm. Au niveau de la zone centre du pays, même si les quantités pluviométriques d'intensité faible à modérée, le maximum a été noté au niveau de Tuaon avec 9,2 mm. Au niveau de la zone sud-ouest du pays, là-bas où les quantités pluviométriques ont été beaucoup plus considérables par rapport à la zone centre, on a noté le maximum pluviométrique au niveau de la zone de Saré-Bigui avec 56 mm, et au niveau de la zone sud-ouest du pays où les quantités ont été modérées à fort, le maximum a été noté au niveau de Missira avec 29,0 mm. Maintenant, pour les perspectives, il faudra noter qu'on est toujours dans une situation d'instabilité, surtout dans la zone est du pays. Cette nuit-là, demain matin, on attend des pluies avec orage au niveau de la zone de Bakel, Tambacounda, au niveau de Kédougou jusqu'à Ziguinchor. Dans cette zone-là, on attend des pluies avec orage cette nuit à demain matin. Maintenant, dans la journée de demain à vendredi, nous noterons une situation stable au niveau de la zone nord et au niveau de la zone centre du pays, exception faite au niveau de la zone sud-est et sud du pays, sud-ouest du pays, où on peut avoir des pluies avec orages qui seront isolées. Vous venez de l'entendre, de fortes pluies dans la zone nord qui viennent accentuer les envahissements de la crue vers les localités du Dandemayo à Djamel. Les premiers sinistrés attendent d'être déplacés vers des sites de recasement. Pendant ce temps, malgré les précautions prises pour parer aux inondations, les eaux de crue continuent de s'emparer des pistes de plus en plus impraticables à Liban-Delnian. Les fortes pluies enregistrées dans la région de Matam ne sont pas pour arranger le sort des populations du Dandemayo. Avec des pics de 90 mm à Kanel et 75 mm à Sinthiou-Bamambé, la situation se complique de plus en plus dans cette zone. Les eaux de ruissellement de la pluie sont en train de propulser les crues vers toutes les localités qui longent le fleuve Sénégal. À Djamel, par exemple, malgré les indiquements des sacs à terre, les eaux continuent de se propager vers les habitations. Des familles entières dans les eaux qui attendent d'être déplacées vers des sites de recasement. Des premiers sinistrés qui interpellent directement le président de la République.
haade an min baba ko min musmi bal yo mbelmi kamɓe mbawi walde Allah wawi ko kamɓe mbawi wona yo mballumi ñande fof ni mi muusi donc no mbiyeɗa nen seeɗer o yo wallu min gommo bi nañu dembali no gaɗen sonanen toto at bu jot li ngeen di dund ni abune ayi jërëjëf wallahi merci no sunu gommo bi nañu dembali noo tudd À 8,44 m, la station de Matam, le fleuve Sénégal qui a quitté son lit naturel n'est plus qu'à quelques mètres de localité. De Dembankani à Bakel au sud et de Djamel à Ndiafane au nord, l'inquiétude et la peur ont fini de gagner les populations. Pendant ce temps, les autorités administratives locales, sur le qui-vive, attendent toujours le déploiement des tentes, des matelas et des gilets de sauvetage, conformément aux recommandations des membres des différents comités de crise depuis le début des lâchers du barrage. À l'approche de la COP30 prévue au Brésil, les pays d'Afrique de l'Ouest se préparent. Une rencontre cruciale se tient dans notre capitale, Dakar, réunissant les négociateurs de la région. L'objectif est de s'approprier les avancées des récentes discussions sur l'accord de Paris et de coordonner les positions pour la prochaine conférence mondiale sur le climat. Je propose d'écouter tout de suite Ababacar Gueye. Il est directeur de cabinet du ministre de l'Environnement. Il nous en dit plus au micro d'Al-Hassan Ba et Yaya Diallo. Les Nations Unies ont eu à adopter la Convention sur les changements climatiques, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et c'est dans l'optique de la mise en œuvre de cette Convention que chaque année, il y a les conférences des parties, le COP, qui se réunissent. Aujourd'hui, on arrive à la COP30 qui va se tenir à Belém au Brésil. Et cet atelier, en fait, va permettre à l'Afrique d'essayer de parler d'une seule et même voix, en tout cas l'Afrique de l'Ouest, en ce qui concerne les négociations. Il faudrait que l'on prenne en charge les intérêts de l'Afrique de l'Ouest, que l'on prenne en charge les préoccupations de l'Afrique de l'Ouest en termes de mesures à prendre pour lutter contre les changements climatiques, mais aussi pour les financements. Parce qu'en fait, lutter contre les changements climatiques, ça implique beaucoup d'efforts d'un point de vue économique, beaucoup d'efforts d'un point de vue financier. Il faudrait que l'Afrique puisse accéder à ces financements, et notamment l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, cet atelier donc a essentiellement deux objectifs. S'approprier les résultats de la 62e session des organes subsidiaires, des résultats extrêmement importants, et ensuite préparer la conférence de Belém, la COP 30 à Belém au Brésil, pour permettre aussi donc à l'Afrique de l'Ouest, comme je le disais tantôt, d'harmoniser ses positions et de se présenter en acteur majeur dans le cadre des changements climatiques. À Ziguinchor, face à la psychose et la peur qui règnent au lycée Oumar Lamine Badji, à cause de deux bâtiments menacent en ruine, le ministère de l'Éducation nationale a dépêché sur place une mission de la direction des constructions scolaires, une mission de supervision pour rassurer enseignants, élèves et parents d'élèves à 2 semaines de la rentrée scolaire. Le compte-rendu est signé Boubacar Diassi, Lamine Mandjan. À quelques jours seulement de la rentrée scolaire, le lycée El Hadji Oumar Lamine Badji de Ziguinchor est encore impraticable, ou presque. Et ce qui fait surtout peur dans ce lycée, c'est l'état de délabrement dans lequel sont ces deux bâtiments. L'un d'eux abritait pourtant des classes de terminale. Le principal problème que nous avons constaté, nous visu, c'est l'étanchéité. Ça fait des années que les bâtiments suintent. Et si vous avez fait le constat, le bâtiment B, on avait essayé de mettre un toit pour régler cette question. Malheureusement, le vent a emporté. Moi, en tant qu'enseignant, je comprends vraiment la situation. Enseigner dans un bâtiment où il y a une certaine psychose, ça ne peut pas être fait dans la sérénité, ce n'est pas possible. Parce que nous transmettons des savoirs et des savoir-faire, il faut quand même une certaine quiétude. Non, les enfants ne sont pas en sécurité. Parce qu'une fois l'année passée, il y avait le malentente entre le réparateur et les élèves. C'est moi-même qui étais présent, on travaillait en haut, donc on n'a pas dit aux élèves qu'il y a un travail. Le gars, lorsqu'il a enlevé le sable, il a jeté, la poussière est entrée dans les classes, il y a d'autres élèves qui ont même sauté. Informés de cette situation,
le ministère de l'Éducation nationale a dépêché une mission de la direction des constructions scolaires au lycée d'Ibok. Cette principale pathologie, c'est un défaut d'étanchéité. Voilà, un défaut d'étanchéité dû certainement peut-être à un défaut de conception de base, à un défaut de mise en œuvre de la structure lors des constructions en 2005 et également un défaut d'entretien. Nous avons tous constaté qu'il y a eu beaucoup d'alertes. Il y a eu à l'arrivée même une psychose qui était installée au sein de l'établissement et au sein même de la communauté. Les alertes ont été répercutées, des rapports ont été envoyés. J'avais l'habitude de dire que oui, Djibok, on en parle beaucoup à Ziguinchor, mais la question de Djibok est une question nationale. Pourtant, ce lycée fait partie des établissements secondaires de Ziguinchor qui récoltent des mentions très bien au baccalauréat. Hors de chez nous, Donald Trump, fidèle à son style provocateur, a fait sensation à la tribune de la 80e Assemblée générale des Nations unies. Le président américain a mis en garde l'Europe contre ce qu'il qualifie de monstre à deux queues, l'immigration et le climat. Mais pendant que l'Europe se barricade, eh bien, en Afrique, particulièrement au Sénégal, les candidats au départ continuent de rêver d'un avenir meilleur, et cela malgré les risques et les politiques de réinsertion souvent jugées insuffisantes plutôt. Habib Faye. À New York, lors de la 80e Assemblée générale des Nations unies, Donald Trump s'est encore fait remarquer. Le président américain a mis en garde l'Europe contre ce qu'il appelle un monstre à deux queues, l'immigration et le climat. Son conseil, renforcer les frontières et miser sur les énergies fossiles. À la fois, l'immigration et l'énergie suicidaire de ces idéologues sera la mort de l'Europe si l'Europe n'agit pas immédiatement. Ça ne peut plus durer. Chaque nation souveraine doit avoir le droit de contrôler ses frontières comme nous le faisons actuellement. Mais derrière ces discours, la réalité migratoire se vit surtout en Afrique. L'Europe, principale destination des jeunes en quête d'un avenir meilleur, se ferme peu à peu. Les procédures d'obtention de visa se durcissent dans les ambassades. Ils sont nombreux ceux qui rencontrent des difficultés pour se réinsérer harmonieusement dans la société. D'ailleurs, c'est ça qui explique la raison pour laquelle l'OIM est, depuis l'année dernière, en train de soutenir le Sénégal pour la mise en place d'un mécanisme national d'orientation des migrants de retour en situation de vulnérabilité. Tous les pays sont souverains de définir leur politique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est nous, ce que nous faisons de nos fils qui reviennent et qui veulent partir, et nous tenons à les montrer que nous ne les abandonnons pas, nous serons là. Des mécanismes sont toutefois en cours pour aider les rapatriés à reconstruire leur vie et à gagner dignement leur pain. Mais les moyens restent limités et les jeunes continuent de rêver d'ailleurs. L'encouragement sur lequel nous insistons auprès de nos compatriotes, c'est de rester au Sénégal parce que c'est possible. C'est possible, comme le dit le slogan, « Tok fi, tekki fi, mën na am ». C'est possible de réussir au Sénégal. Il faut y croire, et je crois que c'est un combat que nous tous nous menons, que nous devons mener auprès des jeunes, auprès des populations vulnérables, pour les convaincre. Nous partons déjà du fait du postulat qu'un migrant a le droit de migrer. Il a fait le choix de revenir. Donc ce choix de retour volontaire doit être accompagné dans le sens où nous lui apportons la protection nécessaire quand il revient dans son pays. Nous lui donnons l'opportunité de se former quand il revient dans son pays. Nous lui donnons l'opportunité de se réintégrer économiquement dans son pays. Ce phénomène n'est pas nouveau malgré les dangers et des frontières toujours verrouillées. Des centaines de jeunes prennent encore la mer. Une traversée périleuse, souvent au prix de leur vie. Du sport, comme d'habitude, pour clôturer ce journal, une fois n'est pas coutume, nous parlons de Muay Thai, une discipline sportive formalisée depuis 2021 au Sénégal et qui travaille pour sa massification. Avec le soutien de l'ambassade royale de Thaïlande, l'association sénégalaise de Muay Thai tient actuellement un stage national d'initiation et de formation destiné aux tout-petits, aux femmes, mais aussi aux athlètes. L'ambition, mieux les outiller en vue des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et des Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Le compte-rendu est de Cher Salibou Diarra. Promouvoir le Muay Thai à travers des ateliers durant toute une semaine,
c'est l'objectif du stage national d'initiation et de formation. Le Muay Thai est pratiqué au Sénégal depuis plusieurs années, mais l'association est créée en octobre 2021. Donc on a créé l'association en octobre 2021 et après on a commencé à faire les démarches nécessaires pour être admise au niveau des fédérations africaines et internationales. Et cela s'est passé en mai 2023. Nous visons à donner au peuple sénégalais l'occasion d'apprendre et de découvrir la culture thaïlandaise à travers l'art du Muay Thai, favorisant ainsi une plus grande appréciation et reconnaissance des traditions thaïlandaises. Cette collaboration non seulement promouvoir l'art du Muay Thai, mais aussi renforcer les liens de compréhension mutuelle entre la Thaïlande et le Sénégal. En plein essor au Sénégal, le Muay Thai ou boxe thaïlandaise est une discipline avec ses règles. Le Muay Thai, on l'appelle aussi la boxe d'origine thaïlandaise ou l'art des 8 membres. Pourquoi l'art des 8 membres? Parce qu'on utilise les 2 poings, les 2 coudes, les 2 genoux et les 2 pieds, ce qui fait un total de 8 contacts, 8 surfaces de contact. Donc on appelle ça, c'est une discipline qui est originaire de la Thaïlande. Et le style que nous faisons, c'est le style sportif. Donc il y a le style traditionnel, on appelle Muay Boran, et il y a aussi le style sportif que nous faisons, que nous connaissons aussi sous le nom de Muay Thai. Nous comptons 7 clubs à Dakar, un club à Thiès, un club à Louga, non, 3 clubs à Louga, et on espère d'ici fin décembre avoir au moins une quinzaine de clubs et après continuer à faire la promotion. Une massification pour augmenter les espoirs dans ce sport olympique. La compétition en tant que telle va démarrer en 2028. Donc actuellement, dans tous les pays, les gens s'organisent pour essayer de se qualifier, comme on fait au judo, comme on fait dans les autres disciplines. Espérons, Inch'Allah, que d'ici 2028, on aura des Sénégalais qui vont se qualifier pour essayer de remporter, pourquoi pas, une médaille d'or olympique qui sera une première pour le Sénégal. Et pour les JOJ aussi, on est en train de faire les démarches nécessaires pour intégrer les disciplines qui vont pas compétir, mais qui vont faire des séances d'exhibition. La bonne volonté et l'ambition animent le Muay Thai au Sénégal, des bons moteurs qui peuvent donner satisfaction. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, retrouvez Abdoulaye Der pour la deuxième partie de Soir d'info. Un peu plus tard dans la soirée, Papangandia et pour Faram Fatché. Excellente suite de programme en notre compagnie. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit.